Question de différence. Donc, il y a une petite note explicative. Ce texte ne comportera pas de notes bibliographiques. Il faut cependant préciser qu'il vient directement de l'analyse des 3 moments de la bataille de N.C. Mathieu dans l'éditorial de Questions féministes numéro 1 et qu'il doit beaucoup à Pouvoir phallomorphique et psychologie de la femme de M. Plaza dans le même numéro. Remémoration de temps enfui. Enfui ? C'était le bon temps alors. Une femme se mesurait à ce qu'elle avait d'animal. La quantité de sang aux règles, important cela. La valeur d'une femme se reconnaît au litre comme les laitières. Le nombre d'enfants au mariage, l'âge de la ménopause. Plus vous vous rapprochiez de 60 ans, plus vous aviez de la valeur. L'hectolitre jusqu'à plus de 60 ans étant le but tendanciel. Nous n'aurions pas pu alors reprocher aux hommes leur goût de la performance bandeuse, car après tout, pour ce qui est du penchant à la performance, nous faisions bien de même. Et ce n'était pas alors que nous aurions pu nous vanter d'avoir une vue originale de la vie. Le concours athlétique comme fondement de l'existence était bien réparti entre mâles et femelles. Mais c'était il y a longtemps, longtemps. Tout cela aujourd'hui, ce sont de vieilles choses oubliées. Il y a beau temps que notre physiologie de reproductrice ne nous obsède plus aucune maintenant ne se soucie du nombre ou du sexe de sa descendance, ni de sa production mensuelle de sang, ni de l'âge de l'arrêt ovulaire. Tout cela est fini, ni. Nous avons pris calmement le rythme de croisière de notre féméléité et avons entrepris de considérer ces choses comme de simples éléments parmi d'autres du déroulement matériel de notre existence. Introduction. La notion de différence, dont le succès parmi nous est prodigieux, parmi nous et ailleurs, est à la fois hétérogène et ambiguë, l'un à cause de l'autre. Hétérogène, car elle recouvre d'un côté des données anatomo-physiologiques et de l'autre des phénomènes socio-mentaux, ce qui nous permet le double jeu, conscient ou non, et l'usage de la notion dans un registre ou l'autre suivant le moment ou les besoins. Ambiguë en ce qu'elle est à la fois typiquement une manifestation de fausse conscience et désastreuse politiquement, et en même temps le masque d'une conscience réelle réprimée. L'ambiguïté en assure le succès car elle permet de regrouper des visées politiques féministes antagonistes dans une sorte de consensus superficiel. La différence paraît gagnante sur tous les tableaux. Ce texte voudrait rendre sensibles les divers niveaux de la différence, entre guillemets. Niveaux qui sont inséparables car ils sont la conséquence les uns des autres, mais qui pourtant sont distincts dans l'analyse. On voudrait montrer qu'elle est à la fois une réalité empirique, c'est-à-dire qu'elle se manifeste dans le quotidien d'une façon matérielle, bref, quelque chose qui se passe dans la vie concrète. Qu'elle est une forme logique, c'est-à-dire une certaine forme de raisonnement, une façon d'appréhender ce qui se passe en nous et autour de nous, bref, quelque chose qui se passe dans la tête. Qu'elle est une attitude politique, en ce qu'elle se présente comme une revendication et un projet, bref, quelque chose qui a des conséquences sur notre vie. Enfin, on ne peut parler de différence comme si cela advenait dans un monde neutre. Puisqu'en effet on parle de différence des femmes si aisément, c'est bien qu'il s'agit de quelque chose qui arrive aux femmes. Et les femmes ne sont pas des vaches laitières, des femelles, mais un groupe social déterminé, des femmes, dont on sait que la caractéristique fondamentale est d'être appropriée. Et de l'être en tant que groupe, et non pas seulement en tant qu'individu pris dans des liens personnels. Que cette appropriation est collective. Elle ne se limite pas à l'appropriation privée de certaines d'entre nous, par le père lorsqu'elle est mineure, par l'époux ou le concubin lorsqu'elle est épouse. Mais que chaque homme, et pas uniquement les pères et les époux, a des droits sur toutes les femmes, et que ces droits ne s'atténuent que devant l'appropriation privée par un homme déterminé. Et enfin, que toute femme n'a pas, pour autant qu'elle a échappé à l'appropriation privée, la propriété de soi-même. Agenouillez-vous et vous croirez. Mais concrètement, c'est quoi la différence ? Là, les choses deviennent nettement moins claires. Aujourd'hui, cette revendication de différence s'appuie d'une part sur des traits anatomo-physiologiques classiques, clairs et déterminés,
Dans cette optique, qu'avons-nous de différent ? Le sexe, le poids, la taille, la physiologie reproductive, la vitesse, etc. Elle inclut également une cohorte de sentiments, d'habitudes et de pratiques quotidiennes, l'attention aux autres, la spontanéité, la patience, la médiumnité, le don ou le goût pour les confitures, etc. Mais cette notion implique en même temps, tout en le cachant, un certain nombre de faits qui sont plus complexes et éloignés de la matérialité anatomique ou de la subjectivité. L'usage de l'espace, du temps, la longévité, le vêtement, le salaire, les charges, les droits sociaux et juridiques. Au total, il y aurait autant de différences entre notre monde et celui des hommes qu'entre l'espace géométrique euclidien et l'espace courbe, entre la mécanique classique et celle des quanta. Prenons quelques exemples, réputés superficiels, je souligne à dessein, de cette fameuse différence, pratique dont on avait pu croire ces dernières années, bien à tort, qu'elles étaient en train de disparaître. Petit a, les jupes. Destinées à maintenir les femmes en état d'accessibilité sexuelle permanente, permettent de rendre les chutes ou de simples attitudes physiques atypiques plus pénibles pour l'amour-propre et la dépendance mieux installée par la crainte qu'elle ne manque pas d'entretenir insidieusement, on n'y pense pas clairement, sur le maintien de l'équilibre et les risques de la liberté motrice. L'attention à garder sur son propre corps est garantie car il n'est nullement protégé, mais au contraire offert par cette astucieuse pièce de vêtement, sorte de volant autour du sexe, fixé à la taille comme un abat-jour. Petit b, les talons hauts. On s'apitoie sur les pieds des Chinoises d'autrefois, et on porte des talons aiguilles ou très hauts, ou des compensés, cousins du patin à glace. Il n'y a pas si longtemps, des coturnes de plusieurs centimètres d'élévation. Ces chaussures différentes empêchent de courir, tordent les chevilles, rendent extrêmement absorbants les déplacements avec bagages ou enfants, ou les deux, affectionnent les diverses sortes de grilles et les rebords de fer des escaliers publics. La limitation de l'indépendance corporelle est largement assurée par cette prothèse. Je reconnais pourtant une supériorité aux pieds bandés. On ne peut pas enlever ses pieds alors qu'on peut enlever ses chaussures. Petit c, les diverses prothèses du type service, ceinture, guêpière, porte-jartelle, gaine. Il n'y a plus de corset, ce n'est pas vieux, j'en ai vu de mes yeux. Limitent leur effet à empêcher la respiration ou à la diminuer. Elles rendent l'étirement difficile et perturbateur. Bref, elles ne permettent pas d'oublier son corps. Le voile de si claire signification est un cas extrême. Différence de degré, non de nature, entre tous ces instruments dont la fonction commune est de rappeler aux femmes qu'elles ne sont pas des hommes et qu'il ne faut pas confondre, et surtout qu'il ne faut l'oublier à aucun moment. Quand on dit des hommes ici, il faut entendre des êtres humains bien entendu, et non des mâles. En somme, il s'agit de pense-bêtes, de soutien concret de la différence, qui liment efficacement toute tendance à se penser libre. Libre comme homme libre, ou bien encore comme qui décide soi-même, et pas les autres. Petit d, les charges diverses, enfants, cabas, marquent également bien la différence. Ces charges accompagnent une bonne partie des déplacements des femmes à l'extérieur, y compris sur le trajet du travail. Car quand on est femme, il faut que tout geste soit utile, que rien ne se perde de notre précieuse personne. La nécessité ne suffisant jamais à justifier à elle seule ce que fait une femme, il faut qu'elle ajoute l'utile à la nécessité, le nécessaire au nécessaire. Faire les courses en rentrant du travail, amener le petit en partant au travail, tricoter en gardant les enfants au square, éplucher les légumes en discutant en commun les occupations ou problèmes de la famille, faire cuire le repas en prenant son petit déjeuner, etc. Bref, jamais une seule chose à la fois et dans la mesure du possible, jamais les bras ballants, jamais le corps libre, jamais les mains inoccupées. Il s'agit évidemment ici de comparaison avec les activités, vêtements et prothèses masculins. Les peuples où hommes et femmes auraient les mêmes vêtements et empêchements divers ne nous apprendraient évidemment rien sur la différence. Car si gênante ou mutilante que soit une coutume, si elle est pratiquée par tous, elle n'exprime pas une relation, une différence. Je
Je vois ici se profiler ces longues cohortes d'hommes sans jupe, sans talons hauts, aux bras libres, qui ne tricotent ni dans les squares, ni dans le métro, y baillent, loin de leur jeter la pierre, j'aimerais bien au contraire que nous fassions la même chose, et rentrent non pas décontractés, tout le monde est fatigué, eux aussi, mais du moins pas sur les dents, et en tout cas en talons plats. Voilà un ensemble de signes considérés comme mineurs par beaucoup et qui pourtant ne le sont pas. Ils expriment la dépendance des femmes, certes, et on tombera toutes d'accord là-dessus. Mais ils ne se contentent pas de l'exprimer, ils sont également, et ils sont d'abord, des moyens techniques de maintenir la domination toujours présente au corps, donc à l'esprit, de celles qui sont dominées. De ne pas leur permettre d'oublier ce qu'elles sont. Plus, de leur fournir à chaque instant un exercice pratique de maintien de l'état de dépendance. Pascal n'a pas été un inventeur en disant « Il ne faut pas se méconnaître, nous sommes automates autant qu'esprit. La coutume incline l'automate, ce qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense. » Fragment 470 des Pensées. Porter une jupe souple, courte ou fendue, des talons très hauts et pointus, un sac à provisions, sont parmi d'autres d'infaillibles moyens de nous faire réapprendre notre différence, ce que nous sommes, ce que nous devons être. Cela ne se fait pas par la conscience, mais comme l'avait vu Pascal, par la motricité, l'identité en train de naître. Et ainsi, l'identité dépendante se reforme à chaque instant. Ce rappel dans notre habillement, notre gestuelle, crée une habitude motrice assez singulière à laquelle on n'a peut-être pas accordé toute l'attention qu'elle mérite. Petit e, le sourire, toujours accroché à nos lèvres, trait d'automate, que nous émettons avec la moindre parole, et même sans la moindre. Pas toujours, et pas toutes bien sûr, comme les talons et les jupes, mais nous seuls pratiquement, nous seuls. Or le sourire, traditionnel accompagnement de la soumission, obligatoire par quasi-contrat dans les professions d'hôtesse ou de vendeuse, et demandé également aux enfants de sexe féminin et aux domestiques du même. Requis des épouses en représentation et d'une façon générale des subalternes de sexe féminin, ce qui est une tautologie, il est devenu un réflexe. Acte réflexe qui rappelle à chaque instant, à nous-mêmes, que nous devons nous incliner et acquiescer, quelles que soient les circonstances, aux hommes, que nous sommes disponibles et heureuses de manifester cette disponibilité. Et avec le sourire, fait son entrée cette zone d'évanescence, ce halo, où la tendresse, la spontanéité, le chaud, la grâce, le secours, etc., dessinent une image mêlée de geisha et de Vierge Marie, censée être la quintessence des vertus de la femme. Ce ne sont plus aujourd'hui les vertus de Rachel, la femme forte, dont les solides qualités garantissaient l'aisance et le luxe de son maître, qui nous sont demandées. Elles sont autres, mais toujours différentes. Dans cette zone, celle du sourire, de la confection des filtres, voire des choses moins amènes comme l'hystérie ou le don poétique, surgit la revendication actuelle de la différence, du droit à la différence, de la culture minoritaire et de la respectabilité. Langue de femme, secrets poétiques ou médicaux, passion ravageuse, manière de table ou manière de lit, culture féminine. Dis, moi je veux. Dis, moi je veux. On se trouve dans la situation étrange de posséder quelque chose, la différence, et de réclamer, à corps et à cri, la possession de cette même chose, ce qui pourrait faire supposer soit que nous n'avons pas ce que nous avons, soit qu'on veut nous en priver. Or, le coup d'œil le plus froid et le moins prévenu jeté sur la vie quotidienne apprend au contraire qu'on nous accorde, qu'on nous donne, que dis-je, qu'on nous jette, qu'on nous impose la différence. Dans tous les domaines et avec tous les moyens. Alors, que se passe-t-il ? Comment se fait-il que certains groupes opprimés, et pas seulement les femmes, ont à certains moments, et pas seulement aujourd'hui, revendiqué la différence ? Du moins quelque chose qu'on peut aujourd'hui désigner ainsi. L'expression « droit à la différence » a fait son apparition au cours des années 60,
dans les organisations internationales et les mouvements antiracistes d'abord, puis dans les médias. Je me souviens de ma stupéfaction alors. Il s'agissait si visiblement, dans le contexte politique, d'une fuite des dominés, fuite acceptée avec une extrême faveur, on le comprend, par les dominants, d'une réticence, ou plus exactement d'un refus d'analyser les insuffisances des luttes d'intégration à forme juridique. L'indépendance juridique des nations qui avaient été colonisées, la conquête des droits civiques par les Afro-Américains, paraissaient alors acquises, et les droits formels commençaient à révéler leur incapacité à produire l'égalité réelle. La distance se révélait si grande entre les espoirs qui avaient soutenu les combats et les conséquences pratiques. L'indépendance nationale juridique n'est pas encore l'indépendance. Les droits civils ne sont pas encore les droits réels. L'égalité constitutionnelle n'est pas encore l'égalité. Par exemple, nous avons légalement droit au même salaire que les hommes, mais nous n'avons pas le même salaire. Cette réaction de fuite, nous l'avons connue au cours de la décennie 70. Bref, l'anxiété et le sentiment d'avoir été eu a provoqué un recul de l'analyse politique, de l'analyse de la relation entre les dominants et les dominés et de la nature de cette relation. Si bien qu'une douce chanson s'est élevée dans nos rangs et que certaines ont commencé à susurrer le mot différence. Ce gracieux susurrement a fait un vrai tabac. On aurait cru qu'il avait été lancé avec des porte-voix. Tout à coup, nous nous sommes retrouvés entourés de bienveillance, sinon d'attention, et ce fut un concours entre qui, des dominés ou des dominants, le crierait le plus fort. Le grand déferlement de l'idée de culture minoritaire postule que le reggae, ou les confitures, le soul ou la tendresse maternelle sont en eux-mêmes et à eux seuls les justifications de notre existence. Et bien plus encore qu'ils sont des vertus éternelles isolées de ce qui les a produites. Nous persistons à les considérer isolément de ce qui les a fait naître, de ce qui les soutient matériellement dans leur existence quotidienne. Car pas de tendresse maternelle sans élevage des enfants, sans leur prise en charge matérielle, pas de confiture sans rapport domestique, pas de reggae ou de soul sans le chômage. Il est frappant que la revendication culturelle entre guillemets, que ce soit le blackisme ou la mystique des sorcières ou tant d'autres résurgences littéraires, associe la tolérance des dominants à l'impuissance des dominés. Le calypso ou la créativité ne rencontrent que l'intérêt le plus souvent amusé, plus ou moins condescendant et peu répressif dans l'ensemble des groupes dominants. Dansons au clair de lune, invoquons les dieux, glorifions les ancêtres, admirons notre beauté, gardons jalousement le secret de nos filtres. Qu'y a-t-il de consonant parfois aux intérêts des dominants pour que ceux-ci ne s'énervent nullement de certains cris? Celui qui garde en main les moyens matériels de contrôler la situation permet assez aisément, bien qu'avec des à-coups parfois brutaux, ce messianisme plus ou moins illuminé, mais qui en tout cas n'ont pas la perspective d'acquérir des moyens concrets d'indépendance. Qu'advient-il de dangereux à leurs yeux pour que les paternalistes permissions et les sourires intéressés ou amusés se muent en menaces puis en exercice de la force? La recherche et l'acquisition des moyens pratiques et concrets de l'indépendance ne ferait-elle pas la ligne de partage? La dureté des conflits dans ce domaine, que ces conflits soient collectifs ou qu'ils soient individualisés, dans le divorce par exemple, montre bien que ce que redoutent avant tout les dominants, c'est l'autonomie concrète des dominés et même sa seule possible éventualité. Un monde en ordre. Dans le mot différence, se sont engouffrés en raz-de-marée tous nos traits spécifiques, entre guillemets, pêle-mêle. Ainsi, la différence rejoignait les idéologies folkloristes classiques qui, du noirisme à la féminité, ont toujours prétendu que les dominés ont, eux, quelque chose de particulier et que tout, en eux, est particulier, les autres, les dominants, se contentant sans doute d'être généraux. On peut avoir une appréciation psychologique de la revendication de différence, y décerner le désir de la spécificité, de la particularité. Ce qui n'est pas faux, car nous disons ainsi, nous ne sommes pas comme, entre guillemets,
nous sommes nous. Et quoi de plus vrai, quoi de plus trompeur ? Cette espèce de course haletante derrière une fuyante identité, ce désir éperdu de réunion à nous-mêmes, c'est cela sans doute que nous appelons la différence et que nous revendiquons. Nous avons le plus grand mal, psychologiquement, à nous réunir en un seul nous-mêmes. Comment n'être pas concassé par les usages multiples qui sont faits de nous ? Ces usages ne parviennent pas à se raccorder organiquement en nous et pour cause. On a beaucoup parlé, à propos des chaînes de travail dans l'industrie, de travail en miettes, entre guillemets. On n'a jamais daigné, semble-t-il, consacrer dans cette perspective une analyse à ce qui, de plus, n'était même pas considéré comme un travail il n'y a pas si longtemps. Le travail dans la relation domestique. Je ne dis pas le travail ménager. Le travail d'usine, aussi émietté soit-il, présente la caractéristique d'être exercé dans un lieu unique et de se concrétiser dans un salaire. Mais plus, il est fait dans le cadre d'une cession de force de travail, c'est-à-dire par des individus qui, eux-mêmes, vendent quelque chose d'eux-mêmes, mais non leur propre corps. Ce qui n'est pas le cas du travail domestique où tout de l'individualité est aliéné, cédé. Dans ce cas, il n'y a pas de lieu où s'énonce socialement le je signifiant l'unité propre et la décision. Le corps est ce lieu pour les hommes. Pour une femme, le seul facteur d'unification de sa pratique est la personne du propriétaire des choses et des gens auxquels s'applique son activité. Appartement, nourriture, champs, animaux, enfants, entreprises, magasins, etc. appartiennent à celui qui la possède, elle également. C'est dire que le seul facteur d'unité est celui même qui transforme la femme, femelle, compagne, épouse, mère. Femme veut dire tout cela et ne veut dire que cela, en objet. Ce qui pour la classe des hommes est divisible en privé ou public, à partir de leur possession d'eux-mêmes, ne l'est pas pour nous. D'une certaine façon, tout nous est extérieur, y compris nous-mêmes. Pour nous, rien n'est séparé, c'est nous qui sommes dispersés et éclatés. Il n'y a pas en nous d'unité qui puisse déterminer un privé ou un public, un intérieur ou un extérieur. La mystique de l'amour, qui tend aujourd'hui à se transformer en mystique sexuelle, désirer, jouir, s'éclater, est une tentative de sortie vers une unité minimale, la sensation ou le sentiment. C'est un essai de devenir sujet, je, par l'expérience de son propre corps. Mais nous ne réussissons pas pour autant, car nous n'avons pas socialement la propriété de notre corps. Donc, pas de lieu où réunir et ressaisir nos différentes activités pratiques. D'où l'extrême fragmentation de nos actes, qui sont en réalité non tant par rapport à nous qui les faisons, que par rapport à une réalité au sein de laquelle nous les accomplissons. Celle-ci nous impose un cumul indéfini d'actes appliqués à des objets et à des buts dont nous ne sommes pas le commun dénominateur, même si nous y tendons mentalement. Car la récupération de l'homogénéité individuelle n'est possible que dans un lieu de subjectivité, ce dont nous prive le sexage. Nous sommes utilisés. En réalité, nous visons l'originalité, non la différence, la soif d'être reconnu, unique, et sans doute plus profondément, irremplaçable, semble un sentiment commun puissant, tragique. Mais ce sentiment, nous, femmes, l'éprouvons avec plus d'intensité que beaucoup, dans la mesure même où l'existence est systématiquement et institutionnellement refusée et niée aux membres de notre classe, refusée et niée aux individus femmes. J'ai toujours été frappée de voir chez les gens de classe dominée, femmes et hommes, le désir éperdu d'être reconnus comme uniques, se faire jour sous la forme de l'étrange maladie. Que le docteur voit en vous un beau cas ou une forme rare ou exceptionnelle de la maladie semble être un puissant réconfort dans une vie qui n'en regorge pas, le signe d'une originalité qui augmente l'existence et fait jour en vous à l'individu unique. Dans notre différence, il y a un peu de cela, et c'est un des effets de la domination. Car
la recherche de l'originalité personnelle est particulièrement sensible chez les opprimés. Elle prend des formes quasi désespérées, paradoxales, au contraire de l'originalité dominante, considérée comme allant de soi pour chaque individu, comme un cadeau de la vie par naissance. Chez les opprimés, le désir d'être reconnu est une soif rarement assouvie. Ils la vivent donc bien plus douloureusement que les individus des classes dominantes. Dans notre cri à la différence, il y a la rage passionnée de signifier aux dominants que nous ne sommes pas eux, mais que nous sommes bien nous. L'impact psychologique de cette revendication est alors considérable. Mais l'idée de caractère propre à un groupe appuie une considération toute mystique en l'indépendance des groupes en présence, en leur existence en soi, existence qui ne devrait rien aux autres groupes, à l'autre groupe, comme si les groupes des hommes et des femmes pouvaient exister en soi et représenter une permanence qui leur permette de se définir en dehors de leurs relations. C'est là une façon imaginaire d'affirmer l'indépendance du groupe dominé, de garantir son existence dans l'éternité. En tant que nous sommes nous-mêmes, nous ne serons jamais en danger, puisque nous existons absolument, rien ne nous menace vraiment. Proposition bien utile au groupe dominant, car en affirmant que nous existons en nous-mêmes, éternellement, dans notre essence, les questions fondamentales sont évitées. Elles nous empêchent de voir comment nous sommes fabriqués concrètement, combien nous sommes transitoires et enracinés dans les faits matériels et les rapports de force réels, non imaginaires, non symboliques, non éternels et pas gratifiants. D'où l'inévitable complicité des hommes, inévitable, car elle les conforte dans ce qui est leur pratique, faire de nous des êtres à part, désignés de toute éternité pour être des outils. En somme, quelque part, derrière tout cela, traîne une conception des sexes en termes d'être. La féminité, entre guillemets, est une sorte d'être tout seul, une sorte d'être en l'air, qui advient hors des rapports sociaux, et même hors de présumés rapports naturels, entre guillemets. Car si l'espèce humaine est anatomophysiologiquement une espèce sexuée, cela implique précisément qu'il ne peut y avoir de femme en soi, pas davantage que d'homme en soi. Mais cette dernière erreur, curieusement, ne passionne personne. La sexuation de l'espèce humaine, le fait qu'il s'agisse d'une espèce où la reproduction est sexuelle, implique par définition que l'espèce est une et qu'il n'existe pas deux sortes d'êtres humains. Mais laissons là le naturel, entre guillemets, qui est une catégorie idéologique sociale, et restons au fait que les sociétés humaines se considèrent divisées en hommes et en femmes, en quoi elles n'ont pas tort, sans avoir cependant raison sur le mode d'existence de ces groupes. Car il existe de fait deux groupements au sein de la société où nous sommes, deux classes qui naissent d'une relation sociale et dont l'existence sociale est masquée par la division anatomosexuelle. On fait ainsi l'économie de l'analyse et à moyen terme, on fait aussi l'économie de la lutte. On s'en tirera, croyons-nous, avec un certificat de reconnaissance de notre originalité en bonne et due forme de notre patron. Il s'obtiendra dans l'aménité et la gentillesse réciproque et donnera lieu, au moment de l'échange, à quelques rires discrets et une connivence de bon ton. Rire et connivence aimable qui accompagnent, je l'ai toujours remarqué avec une grande surprise, les échanges théoriques entre hommes et femmes sur des sujets aussi distingués, amènes et distrayants que les femmes battues, les abandons et infanticides des filles, la surmortalité féminine, la double journée de travail, etc. Je note en passant que je n'ai jamais, je dis bien jamais, entendu même une esquisse de ces rires dans des assemblées mixtes où on traitait de la mortalité des hommes par la guerre, des accidents du travail sur les chantiers ou dans l'industrie lourde, des infarctus des cadres, etc. Voilà le fond de nos hypocrites raisons. Nous n'aurons pas à aborder les vrais problèmes. On s'en tirera avec des considérations symboliques. Le symbolique étant le garant d'un monde en ordre où chacune connaît sa place. Nous nous offrons ainsi
les moyens d'éviter l'affrontement. Affrontement qui nous fait peur, bien plus encore dans notre tête que dans notre corps. Nous avons l'espoir insensé que les hommes décideront qu'ils vont cesser de nous dominer et de nous utiliser, qu'ils prendront eux-mêmes cette altruiste décision, qu'ils nous reconnaîtront, qu'ils nous donneront la permission de nous émanciper, la liberté et par-dessus le marché, l'amour. Et cela, croyons-nous, parce que si nous ne sommes pas comme eux, mais différentes, ils n'auront rien à craindre, mais rien de ce que nous allons faire ou pouvons faire. En pensant différence, nous pensons, voilà les guillemets, nous ne vous ferons pas de mal, alors épargnez-nous, fermez les guillemets. En pensant différence, eux, ils pensent, elles resteront à leur place, entre guillemets. La revendication de la différence est l'expression du fait qu'on est sans défense et plus, qu'on ne souhaite pas se défendre, ni en acquérir les moyens, mais qu'on demande l'estime et l'amour. En fait, cela revient à la revendication de la faiblesse. Mais la revendication de la dépendance et de la faiblesse peuvent-elles éliminer la dépendance et la faiblesse ? Fausse conscience ? Mais on peut voir aussi dans cette revendication une protestation politique, ou du moins proto-politique. Car si elle est une erreur d'appréciation tactique en ce qu'elle sert les intérêts dominants plus qu'elle ne se sert à discerner les nôtres, si elle est une manifestation de fausse conscience, elle est aussi autre chose dans son ambiguïté. Il y a une grande probabilité qu'un malentendu explique le succès de la différence. Car véritable aubaine pour les dominants d'un côté, elle est en même temps un compromis pour une grande partie d'entre nous. Un compromis entre l'émergence de la conscience politique de ce que nous sommes réellement en tant que classe et la répression de cette émergence. Conscience politique est réprimée en même temps qu'exprimée par la notion de différence. Celle-ci est donc aussi l'esquisse d'une vraie conscience. La nôtre, celle devant laquelle on hésite, car ces développements nous font peur. Elle peut nous faire découvrir notre existence de classe, car nous sommes différentes, en effet. Mais nous ne sommes pas tant différentes des hommes, comme le prétend la fausse conscience, que nous ne sommes différentes de ce que les hommes prétendent que nous sommes. Cette co-occurrence de deux sens, nous sommes différentes de vous et nous sommes différentes de ce que vous dites que nous sommes, sûrement pas hasardeuse, fait le succès parmi nous d'une idée politiquement désastreuse. L'émergence d'une conscience qui nous fait connaître à nous-mêmes comme différentes de ce que nous sommes censés être, surgit de ce que nous ne pouvons pas ne pas savoir quelque part, même caché au plus profond, qu'il est fait de nous un usage, d'où vienne la violence qui nous entoure, le mépris qui nous cerne. Je dis violence et je dis mépris, ce mépris dont nous pouvons, au fond, supporter ce qu'il nous signifie que nous sommes. Non, nous sommes autres, nous sommes différentes, nous ne sommes pas cela. Je ne parle même pas de la haine, si intense, car si la haine est destructrice physiquement, le mépris est destructeur mentalement. Il nous prive de l'estime de nous-mêmes, ce que nous savons, mais il nous prive de nos forces intellectuelles et politiques en tentant de nous contraindre à accepter et à intérioriser l'état d'objet approprié. Alors on censure, on dissimule, on dit autre chose, on dit qu'on aime les enfants, la paix, on dit qu'on n'a rien à foutre du pouvoir, sans préciser ce qu'on entend par pouvoir, comme si c'était un objet qu'on pouvait prendre ou laisser, comme si c'était une chose en soi, comme si ce n'était pas une relation. En fait, il n'est pas évident qu'on accepte si bien que ça de n'être pas payé, de faire le boulot, d'être frappé, ou éventuellement contrainte sexuellement, etc., de se trouver sans moyen de riposte réel. Non. Nous restons dans le vague, sans définir ni pouvoir, ni différence. Que vise cette revendication informulée quant à son objectif et ses modalités ? D'une part, la mystique féminine ou la néo-féminité
de l'autre le refus du pouvoir, au fait qui nous l'a jamais proposé, l'horreur de la violence et du mépris. La différence. Alors parlons-en du droit à la différence, du fait qu'on estime que ce serait nous faire tort que de ne pas nous reconnaître cette différence, que nous sentons si fort et qui nous paraît être notre territoire propre, notre liberté face aux empiètements permanents. Petite remarque de départ pour faire étymologique, mais pas inutile. Ceux qui disent que les mots ne veulent rien dire sont soit hypocrites, soit désespérés. Car aucun mot n'est jamais choisi au hasard. Nous savons très bien ce que les mots veulent dire, ce que nous apprennent conjointement la psychanalyse et la féroce rigueur des relations verbales. Différence vient d'un verbe latin, fero, qui veut dire porter, orienter. Différence ajoute l'idée de dispersion, dit, à celle d'orientation. On dit différer de. L'important est ce petit de. On peut certes parler de différence entre une chose et une autre, chaque terme étant dans ce cas repère de l'autre. C'est un emploi rare. Le noyau du sens est l'éloignement d'un centre, l'éloignement d'une référence, toujours féro. Dans la pratique, on prétend peut-être vouloir dire X et Z sont différents l'un de l'autre. Mais en réalité, on prononce X est différent de Z. On met Z dans une position de référent. Si la langue offre la possibilité d'une énonciation égalitaire, entre, c'est cependant la hiérarchie de qui est la règle. En somme, la différence se pense petit a dans un rapport, petit b mais dans un rapport d'un type particulier où il y a un point fixe, un centre, qui ordonne autour de lui et auquel les choses se mesurent. En un mot, un référent, qui est bien la qualité cachée de la différence, la réalité cachée de la différence. La signification idéologique de la différence, c'est la distance au référent. Parler de différence, c'est énoncer une règle, une loi, une norme, bref, un absolu qui serait la mesure, l'origine, le point stable du rapport auquel le reste se déterminerait. C'est supposer quelque part une entité immobile. Et cela revient à considérer qu'il n'y a pas d'action réciproque. C'est tout simplement le constat des effets d'un rapport de force. Il y a un grand réalisme caché dans le mot différence, la connaissance qu'il existe une source d'évaluation, un point de repère, une origine de la définition. Et s'il y a une origine de la définition, c'est précisément que celle-ci n'est pas libre. La définition se présente pour ce qu'elle est, un fait de dépendance et un fait de domination. D'où, logiquement, l'idée d'un droit à la différence. Le droit à, le droit de. Un droit, qu'il soit de fait ou qu'il soit juridique, c'est quelque chose, en effet, qui se définit par rapport à une règle, une norme, une tradition. Et donc, par définition, un droit se réfère à une instance de pouvoir. Avoir le droit, c'est être dans une position décentrée de l'instance de décision. Un droit s'obtient, donc se situe dans une perspective de dépendance, d'octroi, non de négociation ou d'échange. Un membre du groupe dominant ne réclamerait évidemment pas le droit à la différence, d'abord parce que ses pratiques et son idéal d'existence sont effectivement la norme de la société. Ce que fait le dominant va de soi. Ensuite, parce qu'il se considère en tant qu'individu au sein de son groupe comme exquisément spécifique et distingué, et qu'il exerce cette distinction de plein droit, sans en avoir demandé, ni avoir jamais à demander l'autorisation à qui que ce soit. L'individualité étant un effet pratique de la position de dominant. Au contraire, le droit à la différence est un recours à l'autorisation. Donnez-nous, s'il vous plaît, le droit d'être autrement que vous, ou bien plus clairement, vous êtes le centre du monde. La proposition revient à dire, vous êtes la loi.
Ceci nous entraîne dans la problématique des ordres établis, c'est-à-dire des ordres garantis par la force. Car le droit à la différence advient dans une relation pas indifférenciée du tout et pas le moins du monde neutre. En effet, dans quelle occurrence parle-t-on de droit à la différence ? On le remarquait plus haut dans des relations entre monde développé et monde exploité, dans la relation qu'on peut appeler de race et dans celle qu'on peut appeler de sexe. Il s'agit de groupes humains déterminés qui ont entre eux des relations précises, justement de domination et de dépendance. Des groupes qui naissent d'une relation telle que l'existence de l'un tire sa substance de l'autre et que l'existence de l'autre est à la merci de la force de l'un. Parler de droit à, c'est donc de quelque façon ou quelque part admettre le statu quo dans les rapports de force que nous subissons. Admettre ces rapports eux-mêmes, ce qui est bien autre chose que de les connaître. Et faute de les connaître, en effet, nous les admettons, ce qui nous met en mauvaise position pour les combattre et les détruire. Contrairement à ce qui nous est souvent affirmé, il ne s'agit nullement d'une alternative, différent ou même. Il ne s'agit pas de choisir, puisque nous sommes à une place déterminée, celle de la différence. D'option, point. La dichotomie apparente nous cache une relation qui fait de nous, les femmes, des outils, des instruments de la survie ou du luxe de la classe dominante, les hommes. Dans cette relation, il n'y a pas de choix. Lorsqu'on essaie de nous faire croire, on nous traite comme l'enfant, dont on détourne le chagrin ou la colère, en orientant, souvent très matériellement, sa tête vers un leurre. Oh, la jolie fleur! Pour qu'absorbé par un autre objet que celui de sa peine, il cesse de le voir, l'abandonne dans ses pensées, et que cet objet disparaisse enfin de ses préoccupations. Il n'y a donc pas d'alternative différent même. À quoi nous serions confrontés ? L'un et l'autre sont les deux faces de la relation de pouvoir. À moins d'adopter un point de vue mystique et de rallier la célèbre morale qui prétend que la liberté est de choisir ce qui vous est imposé, la liberté de l'esclave est ainsi assurée, le point de vue du choix est absurde. Outre que cela étant présenté comme une alternative réelle, alors qu'il y a une place et pas de choix, nous empêche d'analyser le rapport de pouvoir lui-même en détournant notre attention. Cela nous empêche également de penser ce qui est détruit par cette relation de pouvoir, dont probablement la diversité, l'infini des possibilités. Car privés des éléments concrets qui, dans une société déterminée, sont les conditions, matérielles et donc mentales, de la création, de l'invention, de la détermination propre. Au sein des relations pratiques, telles que nourriture, espace, repos, autonomie, etc., on aperçoit assez bien ce que cela signifie. Le prix du pain. Prenons les moyens matériels de l'existence et voyons comment la différence est une relation concrète, la hiérarchie des salaires. On sait par exemple que la contrainte au mariage, c'est-à-dire le passage de l'appropriation collective à l'appropriation privée, ou d'une appropriation privée à une autre, passe par la hiérarchie des salaires. On sait bien que cette relation entre salaire de femme et salaire de chef de famille non seulement contraint les femmes à se marier et permet à chaque homme d'acquérir une unité d'entretien matériel physique et affectif de sa personne, mais également conduit statistiquement les femmes à accepter des hommes plus âgés qu'elles. La hiérarchie qui donne les meilleurs salaires aux hommes rassie et les pires salaires aux femmes dans leur ensemble, quel que soit leur âge, est un mécanisme homogène qui met à la disposition des hommes l'usage privé des femmes sans les priver pour autant d'ailleurs de l'usage général. En conséquence, il n'y a pas deux hiérarchies distinctes qui seraient celle des sexes et celle de l'âge, mais une continue qui n'est visible que lorsqu'on met les classes de sexe au centre du tableau. Petit 1. Cette hiérarchie vient de et assure
l'entretien matériel physique d'une classe, celle des hommes et des enfants des hommes, par une autre classe, celle des femmes. Cela signifie, comme on le sait maintenant de mieux en mieux, l'entretien matériel même, des courses au nettoyage, de la cuisine à la surveillance physique et morale des enfants, de l'entretien des liens sociaux, qu'ils soient familiaux, professionnels, mondains ou tout simplement amicaux, à l'ornementation obligée de l'homme en société. Petit 2. Et, en conséquence, elle prive également les femmes des moyens matériels de l'existence dans leur âge mûr et dans leur vieillesse. Abandonnées, divorcées, elles sont exclues des droits sociaux dès qu'elles ne sont plus propriété privée, assurance maladie, retraite. Chômeuses obligatoires ou réduites ensuite à l'allocation du Fonds national de solidarité qui peut permettre d'atteindre, peu, mais pas obligatoirement, jusqu'à 1 000 francs par mois en 1978. Les femmes sont privées de moyens d'existence au sens le plus matériel et immédiat du terme, lorsqu'elles retournent dans la seule appropriation collective. Elles sont alors réduites à la mendicité au sens propre. Elles n'ont plus droit à rien de ce que leur assurait le fait d'être possédées par un homme déterminé. Non seulement ce que peut payer l'argent de l'homme, mais les droits mêmes qui sont, en théorie, garantis par la communauté à chacun de ses membres, lui sont alors retirés. On ne peut établir plus clairement qu'une femme n'est pas un membre de la communauté, qu'elle n'est que la propriété de son mari ou compagnon. Une femme en tant que femme, c'est-à-dire sans revenu propre, n'a aucun droit individuel, n'a aucune existence de sujet social. De cela découle un certain nombre de qualités de femme, entre guillemets, qui peuvent être considérées comme uniques et précieuses, agréables ou passionnantes. Traits féminins qui viennent se nicher dans la fameuse différence. Les liens entre les êtres humains, l'invention de la vie matérielle quotidienne, l'attention aux autres. Entre nous, on aimerait bien que l'attention aux autres, par exemple, soit un peu mieux répartie. Loués comme tels, ces traits sont la conséquence, heureuse, valorisante, inestimable, tout ce qu'on voudra, mais conséquence tout de même, d'une relation matérielle, d'une certaine place dans une relation d'exploitation classique. À moins que l'on ne croie, croyance très commode et très rassurante pour nous, dominants et dominés, que fantaisie, tendresse, confiture sont directement inscrites dans le code génétique des femmes, qui se révélerait ainsi, intéressante nouveauté, distinct de celui des hommes, et qu'en quelque sorte, il s'agirait de notre nature. Auquel cas, nous aurions raison de la défendre farouchement contre les atteintes de ceux qui voudraient trafiquer notre message génétique et faire de nous, contre notre gré, des hommes. Des hommes, deux choses ici, et d'importance. Premièrement, nous venons subrepticement de changer de terrain par les glissements idéologiques d'un vocabulaire piégé. Nous parlons alors de femelles et de mâles et non de femmes et d'hommes, ce qui n'est pas du tout la même chose, bien qu'on nous tente de le faire croire constamment. Car dans un cas, nous parlons de caractéristiques physiques propres à la reproduction sexuée. Tous les êtres organisés qui se reproduisent par croisement comportent un sexe femelle et un sexe mâle. Les êtres humains, à cet égard, n'ont rien de particulier. Ils possèdent femelles et mâles. Lorsque nous parlons de femmes et d'hommes, il s'agit de groupes sociaux qui entretiennent une relation déterminée et sont constitués au sein même de cette relation par des pratiques spécifiques. Ces pratiques concernent la vie entière de chacun des individus concernés et règlent son existence, de son travail aux lois qui le gouvernent, de ses vêtements au mode de possession des moyens matériels de survie, etc. Deuxièmement, pourtant, cela ne devrait pas nous échapper, nous n'avons à nous défendre contre aucune agression qui viserait à nous enlever les enfants en bas âge, la tendresse, la fantaisie ou la lessive qui nettoie en douceur. De ce côté-là, on peut même affirmer que tout concourt à nous garantir précieusement ces privilèges et les moyens matériels de cultiver ces traits exquis. De ce côté, pas le moindre danger à l'horizon. Non,
On ne nous privera ni des enfants, ni des gens âgés, ni de relations de parenté, ni du lavage, ni du ménage, ni de la confection de la bouffe, ni de l'écoute des perplexités personnelles, professionnelles, politiques et amoureuses des hommes. Ainsi, on ne nous retirera pas ce qui rend possible également les traits noirs de la différence, l'hystérie, la mythomanie, la colère, la fatigue, le désespoir, la folie. Non, nous ne serons pas privés du contrôle constant exercé sur nous à la maison comme dans la rue, du harcèlement de la suffisance qui nous entoure, de l'autocentrisme insondable de la classe des hommes. On ne nous privera pas de l'incertitude où on tient institutionnellement la majorité d'entre nous. Rentrera, rentrera pas, sous ou non. Restera, restera pas, donnera l'argent ou donnera pas. On ne nous privera pas du silence et de la décision prise ailleurs. Non, décidément, ne nous crispons pas sur une crainte imaginaire. On ne nous enlèvera pas ce qui nous rend différentes. Ne perdons pas notre temps à demander ce que nous avons déjà. La dignité. La différence revendiquée voudrait être un sursaut pour rendre un peu de dignité à qui n'en a socialement pas. Malheureusement, la dignité ne se fabrique pas seulement dans la tête, elle se fabrique d'abord dans la réalité des faits. Aussi, croire qu'une demande d'estime et d'égard pourra nous assurer cette estime et cet égard, c'est rêver en plein jour. Ne vous souvenez-vous pas de la fête des mères et de la campagne de réhabilitation du travail manuel ? Parlons-en d'ailleurs de cette campagne, où le travail manuel photographié en plan immense sur les murs des villes s'incarnait dans des casques de mineurs, des marteaux de mécaniciens, des coffrages de bâtisseurs, des grues et des visages d'hommes. Le travail manuel, ce n'est même pas traîner la nourriture de X personnes, faire la lessive, changer et laver un enfant, nettoyer l'abri du groupe familial. Non, ça n'est pas un travail manuel. C'est la mission de la femme, nuance. Mais ça n'est visiblement pas non plus assembler les pièces d'un vêtement, souder un circuit électronique, brocher des imprimés, trier des fruits, et ainsi, pas un visage de femme n'apparaissait. Seuls les hommes travaillent manuellement. D'ailleurs, à quoi ressemblait cette campagne publicitaire, sinon au mieux à l'atroce médaille du travail et aux commentaires émus sur les bons et fidèles serviteurs, aimés à leur place et surtout pas ailleurs. Notre place, c'est la différence. On ne nous la refuse pas. On veut bien même nous en louer à quelques réceptions bal-sauteries destinées au repos du guerrier, ou la médailler à quelques fêtes du travail procréateur. Et même au-delà du temps de ce travail, on peut avoir une place presque jusqu'au bout. Vieilles, nous pouvons encore servir pour les petits travaux, où nous sommes irremplaçables en grand-mère, femme de ménage ou servante, qui font partie de la famille. Pas toujours partie de la famille d'ailleurs, bien que vieille et servante tout de même. C'est vraiment quand on ne peut plus s'occuper que de soi-même que nous sommes éjectés du système pour devenir une parcelle de ces vieillards, de fait vieillardes, qui donnent dans leur impuissance absolue, accablent pourtant une société qui ne cesse de gémir sur la charge qu'elle représente et les menaces qu'elles font peser sur les finances nationales. La mystique de la différence ou de l'impuissance. La mystique est bien mauvais signe quant à l'état des rapports des forces, les messianismes le montrent bien, qui bercent dans le tiers-monde plus encore qu'ailleurs les groupes les plus éloignés de l'indépendance, de la puissance, et même d'une possible négociation avec leurs oppresseurs. Et les groupes dominants ont toujours tendance à voir l'histoire immobile et l'éternité au bout du chemin. On se demande comment ils pourraient même imaginer que cela puisse être autrement, et même que cela ait pu être différent. La place de dominant donne une hauteur de vue incomparable, où les visions parasites ne troublent certes pas la luminosité de la perspective. Or, crier à la différence admirable, c'est accepter la pérennité du rapport d'exploitation. C'est, à notre tour, penser en termes d'éternité. Et peut-être plus gravement, c'est ne pas voir que nous sommes dans une telle relation en acceptant l'idéologie spontanée selon laquelle la nature est la nature,
ou alors être si désespéré qu'on fait comme si. Et ce serait bien le genre que nous avons acquis à travers une si longue expérience. Ne pas trop faire de vagues, car au total, on va peut-être y perdre. Faire la faux folle, l'enfant, un caprice, pas si mieux qu'un règlement de compte. Ou faire le dos rond, l'idiote, la sage, l'éternelle. Ou bien encore la diplomate, la raisonnable, celle qui n'ira pas trop loin, qui ne froissera pas l'exquise sensibilité du maître, si fragile, si fragile. Mais l'histoire des humains n'est pas immobile. Se battre pour établir des rapports qui, par définition, ne pourront pas être les mêmes que ceux qui existent aujourd'hui, puisque ce sont ces rapports que nous sommes en train de détruire qui donnent par surcroît les moyens de l'originalité. Conclusion. Si la domination nous divise contre nous-mêmes, sous l'effet conjugué de l'utilisation qui est faite de nous et de l'intériorisation de notre différence, elle porte aussi la naissance de notre conscience. Les pratiques des dominants, qui nous morcellent, nous obligent à nous considérer comme formés de morceaux hétérogènes. Dans une sorte de patchwork d'existence, nous avons à vivre des choses distinctes et coupées l'une de l'autre, à tenir des conduites parcellaires. Mais notre existence propre, cachée sous cette fragmentation, est sans cesse renaissante dans notre unité corporelle et notre conscience de cette unité. Notre résistance contre l'utilisation qui est faite de nous, résistance qui croît, quand nous l'analysons, rend notre existence homogène. Même si elle est, et peut-être parce qu'elle est, traversée par les conflits que crée en nous l'usage qui est fait de nous à chaque instant de notre vie quotidienne, la conscience est l'expression même de ces conflits. Si nous sommes déchirés et si nous protestons, c'est qu'en nous, quelque part, le sujet se découvre à être usé comme objet. L'angoisse permanente, si constante parmi nous qu'elle est lassante de banalité, est l'expression de ce déchirement. Savoir que nous, moi, qui sommes sujets conscients dans notre pratique, sommes niés comme sujets dans l'utilisation qui est faite de nous socialement. Ce conflit entre le sujet, c'est-à-dire l'expérience de sa propre pratique, et l'objet, c'est-à-dire l'appropriation qui nous morcelle, produit notre conscience. Aujourd'hui, cette conscience est encore souvent individuelle, c'est celle de l'expérience particulière, et pas encore notre conscience de classe. En d'autres termes, notre conscience de nous-mêmes comme individus, mais pas encore le savoir que la relation où nous sommes définis est une relation sociale, que ce n'est pas un hasard malheureux ou une malchance personnelle qui a mis notre personne dans cet invivable dilemme. Il serait bien temps que nous nous connaissions pour ce que nous sommes, idéologiquement morcelés, parce qu'utilisés à des usages concrets dispersés, mais uniques et homogènes en tant que classe appropriée, en tant que femmes conscientes d'être morcelées par une relation de pouvoir, une relation de classe qui les disperse, les éloigne, les différencie, mais qui luttent pour leur propre classe, leur propre vie, elle, non divisible.